Il nous raconte 4 siècles d'histoire de France depuis un fauteuil. Mais attention, pas n'importe quel fauteuil. Le sien, le numéro 29, celui qu'il occupe à l'Académie française. Ce soir, 64 minutes reçoit un immortel. Merci, Amine Malouf, d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre invitation. Alors, dans votre dernier livre, Un fauteuil sur scène, paru aux éditions Grasset, sur la scène, vous dressez le portrait de vos prédécesseurs, tous ces écrivains, philosophes, prélats qui occupaient le fauteuil 29 sous la coupole. Et vous n'êtes pas superstitieux. Bon, je crois que vous n'avez pas eu le choix, mais le premier immortel qui a occupé votre siège ne va pas en profiter longtemps. Non, il a été le premier à mourir après 14 mois à l'Académie. Il s'appelait Pierre Bardin et il a été complètement oublié, hélas. Alors au début, ce n'est pas l'Académie, ça vous nous le rappelez, c'est la compagnie. Alors on est très loin du côté très institutionnel de l'Académie française. C'est plutôt une société secrète avec des petits jeunes, c'est ça? C'est un groupe d'amis simplement qui aimait à se réunir à Paris. Ils avaient décidé que la meilleure façon était de se donner rendez-vous une fois par semaine dans un lieu. L'animateur du groupe avait 26 ans et ils étaient 9 ou 10 selon les réunions. Et puis un jour, le cardinal de Richelieu a appris qu'ils se réunissaient. Et comme il n'aimait pas que les choses se passent en dehors de son autorité, il a envoyé un émissaire pour leur proposer de constituer une académie et de se mettre sous l'autorité de l'État. Oui. Au début, il n'était pas très chaud. Il voulait lui dire non merci, nous sommes flattés, mais nous préférons rester tels que nous sommes. Et l'un d'eux a dit, mais écoutez, c'est Richelieu, vous ne pouvez pas lui dire non. Si vous lui dites non, vous ne pourrez plus jamais vous réunir. Et donc, même si ça ne vous plaît pas, il faudra dire oui. Et je pense qu'ils n'ont pas été déçus parce que finalement, ça a été le début d'une institution qui dure maintenant depuis 4 siècles. Oui, Richelieu a donné ses lettres de noblesse à l'Académie française. Et il y a eu ce côté politique, vous le dites bien, on ne pouvait pas dire non à Richelieu. Vous nous rappelez que le tout-puissant cardinal de Fleury a lui aussi été sur ce fauteuil, le vôtre maintenant, et il était extrêmement important à l'époque. Fleury a été le précepteur de Louis XV. Quand on sait que Louis XV est devenu dauphin à l'âge de 2 ans, après avoir perdu pratiquement toute sa famille, le précepteur était son père, sa mère, son ami, son confident, il était tout pour lui. Et jusqu'à la mort de Fleury, qui a quand même vécu 90 ans, Louis XV n'avait confiance qu'en lui. Et quand Fleury est mort, Louis XV s'est égaré. Donc il était extrêmement important. Mais alors vous nous expliquez qu'il faut aussi savoir séduire, être dans les bons petits papiers pour être nommé à l'Académie. C'est toujours un peu le cas aujourd'hui ? Oh, il y a toujours des élections compliquées. À chaque époque, il y a des critères, il y a des personnes influentes. À un moment donné, il y avait les salons où des dames, en réalité, décidaient de l'élection à l'Académie. Malheureusement, ça a disparu au cours du XXe siècle. Les autorités politiques ont rarement imposé quelqu'un. Mais quelquefois, il y a un élu qui leur déplaisait et il faisait savoir qu'il préférait qu'il ne soit pas à l'Académie. Alors certains sont vraiment prêts, pas à tout pour entrer dans l'Académie, mais vous dites que Montesquieu a expurgé ce qu'il avait écrit, enfin certains propos qu'il avait écrits dans les lettres persanes parce qu'il voulait absolument entrer dans l'Académie. Et c'était à l'époque, Fleury était à l'Académie, il était un peu autoritaire dans l'État et dans l'Académie. Et il a dit, je ne veux pas de Montesquieu parce qu'il attaque indirectement le pouvoir royal. Et Montesquieu a dit, mais les passages des lettres persanes qui attaquent le pouvoir ne sont pas de moi, c'est l'éditeur qui les a mis à mon insu. Et il a fait une édition expurgée où il a enlevé tous ces passages pour montrer qu'il n'y avait rien contre le pouvoir royal. Fleury n'était pas dupe, mais il s'est dit, la manière dont Montesquieu a fait amende honorable suffit. Donc il l'a laissé élire. Alors il y a d'autres anecdotes amusantes comme ce cérémonial. On va peut-être voir quelques images parce qu'il y a vraiment cet habit, il y a l'épée. Enfin vraiment, on sent que c'est un grand moment ritualisé. Et Claude Lévi-Strauss, qui était juste avant vous, compare donc cette cérémonie au rite d'initiation des Amérindiens au Canada. C'est comme ça que vous l'avez vécu. Vous avez été initié. Je pense que Lévi-Strauss, en marquant son bonheur de voir ces rituels, en parlant d'eux de cette manière, les a en réalité réhabilités.
Et chaque fois qu'on remet en cause aujourd'hui ces rituels un peu compliqués, on dit, mais regardez ce que disait Lévi-Strauss, qui adorait les habits de l'Académie. Son idée, qui a été présente pendant toute sa vie, c'est que les sociétés fragiles, les cultures fragiles méritaient d'être protégées, que ce soit les Amérindiens ou une compagnie sur les bords de la Seine. Donc c'est une culture fragile, il faut vous protéger si je vous suis bien. Alors c'est vrai qu'à un moment, vous le rappelez, alors ça c'était vraiment au tout début, hein, c'est-à-dire que on voulait, certains mettaient en avant qu'il fallait défendre le français par rapport au latin. C'était un peu l'angoisse du moment. Aujourd'hui, quelle est l'angoisse pour l'académicien que vous êtes? C'est-à-dire langage SMS, l'anglais, qu'est-ce qui vous inquiète? Qu'est-ce que vous voulez défendre? Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Par rapport à moi, le plus important, c'est de préserver la place de la langue française dans le monde. Parce qu'il m'arrive souvent d'aller dans des pays où on avait la possibilité de parler avec beaucoup de gens en français. Et aujourd'hui, on sent que c'est beaucoup plus difficile. Tout le reste, l'influence de l'anglais, les SMS et tout cela, c'est vrai que ce sont des défis. Mais à mes yeux, le défi le plus important, c'est de maintenir la place de la langue française, c'est qu'elle puisse continuer à être un vecteur essentiel de transmission, de la modernité et des relations entre tous les peuples qui ont le français en partage. Alors vous êtes là pour défendre le français, en plus en étant franco-libanais, c'est encore plus important, j'imagine. Pourquoi cette épée? Je crois que à l'origine, c'était pour marquer que les académiciens faisaient partie de la maison du roi. Et donc, ce n'était pas un signe guerrier, c'était simplement, du temps de Louis XIII et de Louis XIV, le signe que l'on était à un certain niveau dans la société. Et ça c'est resté simplement pour garder la mémoire de cela. Personnellement, j'ai porté l'épée le premier jour, le jour de ma réception, et rarement après. Je n'ai pas l'habitude de porter l'épée et ça m'encombre un peu quand il faut marcher. Alors je rappelle que vous êtes aussi l'auteur des Identités meurtrières, un livre qui est paru en 98. Mais les questions que vous posez dans cet essai se reposent aujourd'hui. Hein. Les jeunes qui basculent dans le terrorisme, ils cherchent une identité? Malheureusement, la question de l'identité est le problème majeur que nous n'arrivons pas à résoudre. Je pense qu'aucune société dans le monde n'arrive à résoudre ce problème. Ce que je disais dans cet essai, c'est que nous avons tous une identité complexe, faite de beaucoup d'appartenances, et notamment pour ceux qui ont émigré d'un pays à l'autre, une appartenance à la société d'origine et une appartenance à la société d'accueil, et qu'il faut assumer toutes ces appartenances. Malheureusement, c'est une chose compliquée. Personne ne fait ce qu'il faut pour qu'on arrive à ce que les jeunes se sentent pleinement membres, pleinement des citoyens de la société d'accueil. Il y a un effort de tous les côtés. Et je pense que les autorités ont un effort à faire. Je pense que les intellectuels ont un effort à faire. Et ça se passe des deux côtés. Il faut que la société d'accueil les accueille et qu'eux soient prêts à être accueillis et soient prêts à adopter la société qui les a adoptés. Et comment rétablir justement cette envie de vivre ensemble? C'est la question qui se pose aujourd'hui. Je pense qu'elle va continuer à se poser longtemps. Nous sommes dans un monde où les communications ont fait que nous sommes tous très proches les uns des autres. Toutes les cultures, en quelque sorte, sont sur la place publique. Toutes se sentent menacées. Les plus fortes ont l'impression d'être envahies. Les plus faibles se sentent anéanties. Et donc, nous avons besoin d'une nouvelle réflexion pour que les gens puissent vivre ensemble. Mais à mes yeux, il ne s'agit pas de savoir si nous allons la trouver. Parce que si nous ne trouvons pas cette nouvelle formule, c'est calamiteux, nous allons de catastrophe en catastrophe. La question, c'est de savoir comment et quand nous allons trouver la véritable formule qui permettra aux gens de vivre ensemble dans l'harmonie, quelles que soient leurs origines.
Et il y a eu tout un élan qui a été porté par les printemps arabes. Est-ce que finalement c'est un échec, ces printemps arabes, quand on voit ce Oui, qui se passe en c'est un Syrie? échec. On peut dire que c'est un échec. Je mettrai un peu à l'écart la Tunisie, où il y a eu des développements différents, mais dans l'ensemble, c'est un échec. On pourrait discuter longuement des raisons de cet échec. Elles sont multiples, mais il est évident qu'elles n'ont pas apporté ce qu'on pouvait espérer, et probablement même que la situation après ce qu'on a appelé les printemps arabes est moins encourageante que ce qu'il y avait avant. Et est-ce qu'en tant qu'immortel, vous vous sentez... Alors, il y a cette mission par rapport à la langue française. Vous nous expliquez aussi dans votre livre, Un fauteuil sur la scène, qu'il y a eu ce glissement avec les politiques, puis après les philosophes. Enfin, il y a eu tout un... Et là aussi, est-ce qu'il y a eu un renouveau qui aura dans l'Académie française, avec peut-être aussi cette dimension philosophique Je pense que l'Académie est simplement le reflet de la société. Quand la société était dominée par les nobles, il y avait beaucoup de nobles. Quand c'était les prélats qui avaient la haute main, elle était dominée par des prélats. Puis il y a eu les philosophes, et ils ont contrôlé à un moment donné l'Académie. Le 19e siècle, c'était les scientifiques. Aujourd'hui, je dirais que la société est beaucoup plus éclatée. On ne peut pas dire qu'il y ait une catégorie sociale qui domine la société. Donc, la principale caractéristique aujourd'hui, c'est la grande diversité de disciplines, de personnalités, d'origines. Et Amin Maalouf, qu'est-ce que ça vous a apporté, vous? Ça fait 4 ans que vous êtes immortel. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Beaucoup de choses. Je crois que ce qui est le plus important, si je devais choisir un aspect, c'est qu'il y a véritablement un groupe de personnes qui vont rester ensemble toute leur vie, qui viennent de tous les horizons et qui peuvent, s'ils le veulent, réfléchir sereinement à tous les problèmes qui ensanglantent le monde. Je pense que c'est un lieu privilégié de réflexion et de sérénité. Et juste, peut-être avez-vous une préférence par rapport à tous ces prédécesseurs? Est-ce qu'il y en a un qui vous a touché? Parce que c'est vrai qu'ils ont tous des parcours différents, à des époques différentes. Est-ce qu'il y en a un parmi tous ceux-là qui vous tient à cœur? Celui que j'ai découvert et que je ne connaissais pas du tout s'appelle François de Calière, qui a écrit un livre remarquable qui peut être la base d'une nouvelle réflexion sur la diplomatie. Et celui que je connaissais, mais que j'ai découvert beaucoup mieux et qui, à mes yeux, est toujours d'actualité, peut toujours être lu, c'est Ernest Renan. Il y a des textes de Renan, non pas tellement les textes religieux sur la vie de Jésus, mais les textes politiques. Il a écrit un petit texte intitulé « Qu'est-ce qu'une nation ?», qui est remarquable et qui mérite d'être lu. Merci, en suivant votre conseil. Merci Amin Maalouf d'avoir accepté notre invitation. Un fauteuil sur la scène est publié aux éditions Grasset. Vous saurez tout sur les prédécesseurs d'Amin Maalouf sur ce siège 29.